Comment révoquer un dirigeant en SAS? On en parle tout de suite avec mon invité, Olivier Vibert, associé chez Cabestan. Olivier Vibert, bonjour. Bonjour Arnaud Dumouriez. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont les règles de base pour révoquer un dirigeant en SAS? Alors, dans les SAS, comme souvent avec les SAS, il faut regarder dans les statuts. Parce que l'avantage de la SAS, c'est qu'on a justement une certaine liberté contractuelle. La réglementation n'est pas très détaillée, contrairement à la SARL. Et donc, on peut définir ses propres règles. Donc, dans les statuts, vous allez trouver normalement les conditions de révocation des dirigeants, les conditions de nomination également, les conditions de fonctionnement, les pouvoirs du dirigeant, mais les conditions de révocation. Si vous ne trouvez pas grand-chose dans les statuts, vous allez devoir à ce moment-là quand même faire un peu attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune règle. À ce moment-là, il faut respecter certains principes. La contradiction, c'est-à-dire qu'il faut quand même permettre à la personne, au dirigeant, de se défendre un minimum. Et il ne faut pas que la révocation soit abusive, qu'elle ne soit pas injurieuse et qu'elle ne soit pas brutale. Voilà les quelques règles de la révocation du dirigeant dans les SAS. Alors, on vient de voir les grands principes. On va s'intéresser à la jurisprudence parce qu'il y a des arrêts importants qui sont intervenus le 9 juillet dernier. Quels sont les enseignements de ces arrêts? Alors, le terme enseignement est assez bon puisque la Cour de cassation et la Chambre commerciale essayent d'être assez pédagogiques et didactiques dans sa jurisprudence. Et elle a rendu 2 arrêts le même jour. Un premier arrêt où elle va donner, dans chaque arrêt, elle va donner une leçon. Premier arrêt, la Cour de cassation nous dit, vous avez les statuts, et les statuts ont une primauté sur tout le reste. Et même si les associés sont tous d'accord pour finalement faire une exception aux statuts, ils ne peuvent pas le faire. Les statuts priment, et donc les associés, s'ils veulent, s'ils ne sont pas d'accord avec des règles des statuts, il faut qu'ils les changent, il faut qu'ils fassent une modification des statuts, mais ils ne peuvent pas dire, bon, pour une fois, on va les mettre de côté et on va se mettre d'accord là-dessus. Donc ça, c'est le premier enseignement et premier arrêt. Deuxième arrêt, ils vont s'intéresser au pacte extra-statutaire, c'est-à-dire au pacte d'associés, au pacte d'actionnaires. Et là, à ce moment-là, on va avoir la Cour de cassation qui va nous dire, en tant qu'associé, vous ne pouvez pas déroger au statut et vous ne pouvez pas prendre des engagements différents des statuts. Par contre, vous pouvez compléter les statuts et vous pouvez prendre des décisions qui complètent les statuts, mais ces engagements doivent être personnels. Donc les associés peuvent s'engager personnellement au titre en complément des statuts et donc de manière finalement complémentaire mais pas dérogatoire. Alors justement, on va venir sur les engagements que peuvent prendre les associés pour bien comprendre jusqu'où peuvent-ils aller par rapport au statut. Alors, il faut que ça soit complémentaire, mais non dérogatoire, encore une fois. C'est-à-dire que complémentaire, l'associé peut personnellement, et c'était le cas dans la décision qu'on évoquait, l'associé peut directement prendre un engagement et se dire, bon, dans les statuts, il n'y a pas forcément d'indemnisation, mais moi, personnellement, je m'engage, si on te révoque avant l'heure, je m'engagerai personnellement à verser une indemnité complémentaire ou ce genre de choses. S'il y a un engagement personnel, à ce moment-là, il est complémentaire, il n'est pas pris au nom de la société, et donc à ce moment-là, c'est valable. Il ne faut pas, par contre, que les engagements soient dérogatoires au statut, ils fassent une exception au statut, puisqu'à ce moment-là, ça serait en contradiction avec les statuts, et les statuts priment, comme la première décision nous le dit. Alors justement, j'aimerais revenir sur la première décision pour bien comprendre en quoi il y a une primauté des règles statutaires. Les statuts, c'est une garantie, ils sont publics, ils sont diffusés, et donc c'est une garantie, c'est la Constitution finalement de ce que la Constitution est pour la République française. Les statuts le sont pour la SAS, c'est le cadre juridique de la SAS, et donc il faut que ça prime sur le reste, et comme ça il y a une certaine transparence et une certaine obligation de respecter des règles qui sont connues de tous et même des tiers. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on n'a pas forcément la possibilité d'y déroger. Il faut les changer, mais on ne peut pas comme ça faire une exception au statut. Et on ne peut pas tous se mettre d'accord pour dire ça, c'est ce que disent nos statuts, mais nous, on va faire un peu différemment pour une fois. Alors, pour aller un peu plus loin, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir en tête pour éviter des contentieux, justement, quand il y a une révocation d'un dirigeant
qui pourraient justement vouloir aller au contentieux? Alors, il faut, pour sécuriser les choses, il faut essayer de bien poser les règles dans les statuts le plus clairement possible, de ne pas faire trop complexe, parce que si vous faites trop compliqué, il va y avoir des interprétations différentes, et qui dit interprétations différentes dit positions différentes ensuite quand les choses vont moins bien. Et donc à ce moment-là, forcément, il y aura un risque de contentieux plus important. Ce qui est important, c'est également de se mettre d'accord sur les règles de la société et sur les règles entre associés. Si on définit bien le projet à la fois de la société et à la fois le projet des associés, puisque le pacte d'actionnaires, l'avantage, c'est qu'on peut définir les conditions de sortie des actionnaires ou des associés, on peut définir les conditions éventuellement d'indemnisation, s'il y a des engagements personnels, on peut définir pas mal de choses. Mais ce sont des engagements qui sont finalement un peu en dehors de la société. C'est des engagements qui vont concerner que les associés personnellement et entre eux. Quel type d'engagement, pour bien comprendre, quel type d'engagement personnel des associés peuvent prendre? C'est dans la décision, par exemple. Les statuts disaient qu'il n'y avait pas forcément d'indemnisation de la part pour le dirigeant. Il n'y avait pas de règles particulières à ce sujet. Et le pacte extra-statutaire, dans ce cas-là, avait défini une indemnisation qui avait été définie par les associés eux-mêmes. Et donc, c'était les associés eux-mêmes qui s'étaient engagés à indemniser et à fixer une indemnité en cas de révocation du dirigeant. Et c'est d'ailleurs tout le litige, et la Cour de cassation a validé ce procédé et cette façon de faire. Ça arrive régulièrement que des associés, justement, fassent ce type de pacte extra-statutaire? Alors, les pactes d'associés, les pactes d'actionnaires sont très fréquents. On les retrouve souvent, surtout sur les mécanismes de sortie, un peu moins sur les mécanismes d'indemnisation des dirigeants en cas de révocation. Mais oui, c'est souvent un document annexe et qu'on signe de manière concomitante au statut, mais qui définit les règles, finalement, le gentleman agreement entre différents actionnaires. Alors, si on revient aux jurisprudences, est-ce que selon vous, on a une tendance de fond qui se dégage ou c'est une confirmation de la tendance de la jurisprudence actuellement? Il n'y a pas de... En fait, pour moi, c'est surtout une clarification. Il n'y a pas énormément d'éléments nouveaux dans ces deux décisions, mais elle clarifie la règle et elle a cette vertu pédagogique qui est de bien définir et délimiter le rôle des statuts et le rôle des pactes extra-statutaires pour essayer d'éviter justement les contentieux liés à ça, parce que il faut bien donc distinguer les statuts avec les règles de la société, des engagements et les règles de fonctionnement de la société. Le pacte extra-statutaire, c'est les engagements personnels des associés à côté de la société. Donc, prendre le temps de la réflexion pour tous les associés, pour bien rédiger, à la fois bien déterminer à chaque fois quels sont les engagements qu'on va prendre. Est-ce que ce sont des engagements de la société, des règles de fonctionnement de la société? On va les mettre dans les statuts. Ah non, ce sont des engagements personnels plutôt. Donc à ce moment-là, on va plutôt les mettre dans un pacte extra-statutaire ou pacte d'associés. Alors, on peut peut-être pas tout prévoir d'un seul coup. Est-ce qu'on peut amender que ce soit les statuts ou les engagements personnels, et dans quel cadre on peut le faire, pour terminer? Alors, heureusement, on peut le faire, sinon ça serait assez complexe. Ça serait trop rigide. Et ça rendrait les statuts encore plus difficiles à rédiger au début, surtout qu'on est toujours pressé de les rédiger pour que la société commence son activité. Donc, oui, on peut les modifier. Donc, la modification des statuts, elle est possible. Pendant la vie de la société, il faut prendre une assemblée générale extraordinaire qui modifie les statuts et donc on fixe les règles. Selon les différentes règles, il y a différentes majorités, mais bon, ça c'est tout à fait possible et c'est tout à fait classique. Il faut une assemblée générale extraordinaire et on peut rectifier ou modifier les statuts. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire une petite exception et une entorse au statut finalement. Et pour les pactes extra-statutaires ou les pactes d'associés, on peut parfaitement aussi les réviser, les revoir. C'est même assez sain de se revoir entre associés de manière récurrente et de redéfinir le projet de manière régulière pour essayer de définir, selon l'évolution du projet et autres, ce qu'il y a à revoir ou non, et ce qui est encore valable et ce qui doit être revu. On va terminer là-dessus. Merci Olivier Vibert. Je rappelle que vous êtes associé chez Cabestan. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.